toutes et tous. Donc moi, je suis là pour vous parler donc de génie des procédés. Alors déjà, petite question, qui sait à quoi correspond le génie des procédés là dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main s'ils savent? Allez, une personne. Donc vous voyez que mon intervention va être intéressante parce qu'on voit bien que c'est un domaine, une discipline finalement qui est assez peu connue, mais qui est très très importante parce qu'elle est au cœur en fait des usines modernes. D'accord? Parce que nous, on va s'intéresser finalement à comment on passe du gramme à la tonne, ou comment on rend concret une idée qui a lieu, ou une observation qu'on fait à l'échelle microscopique ou à l'échelle du Bécher, comment on la passe à l'échelle de l'usine finalement. D'accord? Donc là, sur la slide suivante, ok. Donc là, si vous regardez la slide, vous voyez des mots qu'on entend à peu près tous les jours, que vous entendez régulièrement: transition énergétique, eau et environnement, santé, circularité, bioéconomie. Okay, et derrière ces mots, finalement, il y a une réalité. Il faut produire, il faut transformer, il faut séparer, il faut recycler, d'accord? Et donc, tout ça, ça fait appel à des procédés industriels. Et c'est ce sur quoi nous, on travaille, d'accord? Donc, derrière chaque transition, derrière chaque enjeu environnemental, sociétal, d'accord, il y a un procédé à concevoir, à dimensionner et à piloter. D'accord? Donc, la question qui vient maintenant, c'est qui conçoit, met en œuvre et opère ces procédés. Et finalement, là, c'est là que le génie des procédés intervient. D'accord? Donc, et si le génie des procédés, finalement, commençait par un café? Donc, quand vous mettez un sucre dans un café, naturellement, il va avoir tendance à se dissoudre. Donc, à passer d'une forme solide à se dissoudre dans un liquide. Ça paraît trivial, mais c'est déjà en fait finalement du génie des procédés. Donc j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est pourquoi le sucre finit-il par disparaître? Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dans la salle pourquoi le sucre finit par disparaître? Parce qu'il va vouloir revenir à un état plus stable finalement, et donc ça fait appel à de la thermodynamique. D'accord? Donc c'est une branche de la physique que je vois qu'il y a des étudiants ici que vous avez dû étudier, que vous aimez plus ou moins, mais c'est une branche de la thermodynamique. Ok? Deuxième question maintenant, pourquoi il va disparaître plus vite si je remue? Et donc ça fait appel à des notions de mélange. D'accord? Quand j'agite ma cuillère, je mélange et donc j'augmente les contacts, les transferts de matière. Nous on parle de transfert de matière entre le solide et le liquide. Et donc, j'accélère finalement la transformation de la phase solide à la phase liquide. D'accord? Et après, troisième question, pourquoi ça va plus vite dans un café chaud? Parce que finalement, j'accélère les phénomènes, à la fois les constantes de transfert et aussi la thermodynamique. J'aurais pu poser une autre question, finalement, c'est est-ce qu'on est capable, ce qui est plus une question d'ingénieur, de savoir au bout de combien de temps mon sucre va être complètement dissous dans le café. Donc ça fait appel à de la modélisation, c'est-à-dire mettre en équation, écrire des équations qui vont représenter ce qui se passe finalement dans la tasse à café. Et donc finalement, ce qui se passe dans les réacteurs industriels, c'est un peu la même chose que ce qui se passe dans une tasse à café, sauf qu'on change d'échelle et c'est de ça dont on va parler un petit peu maintenant. Donc finalement, le génie des procédés, c'est comprendre, prédire et maîtriser des phénomènes. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de génie chimique, moins de génie des procédés. En fait, historiquement, on a parlé plutôt de génie chimique parce qu'on s'intéressait plus aux transformations des molécules chimiques. Et dans les années 1987, il y a un professeur de Nancy, de l'ENSIC, qui a créé finalement la discipline du génie des procédés en disant que finalement c'était la discipline qui s'intéressait à la transformation de tout type de matière, donc de l'énergie, de matière chimique, mais aussi biologique, de problématiques environnementales, etc., etc. Et donc si on doit définir le génie des procédés, finalement on peut dire que c'est la science de la transformation de la matière et de l'énergie. Alors, ce qui nous intéresse à nous, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, c'est comment on passe finalement d'observation à l'échelle du Bécher. Donc en dessous de l'échelle du Bécher, c'est plutôt de la chimie quand on étudie des réactions chimiques, d'accord? Et nous, on va s'intéresser à comment on passe de l'échelle du Bécher à finalement au réacteur industriel, voire à l'usine, où on va avoir potentiellement plusieurs types de réacteurs ou de transformations qui vont avoir lieu de manière séquentielle ou au sein d'une même unité.
D'accord? Et donc on va être souvent en interaction avec des chimistes ou avec des biologiques, avec des gens de biologie, si on s'intéresse à des procédés biologiques, d'accord? Et après, on peut être aussi en lien avec des gens de génie industriel qui vont nous aider à concevoir les usines, voire avec des gens spécialisés plutôt en génie urbain, donc à l'échelle des territoires, où on va plutôt discuter là de tout ce qui va être recyclage de matière, des stratégies donc à plus grande échelle. D'accord? Donc le génie des procédés, c'est une discipline de changement d'échelle. Ça, c'est important à retenir. Et donc, lorsqu'on change d'échelle, en fait, ce qui va se passer, c'est que la physique va légèrement changer. C'est-à-dire que les lois restent les mêmes, d'accord, mais les phénomènes qui vont dominer ou qui vont être limitants ne vont plus être les mêmes quand on va passer d'un petit récipient à un grand récipient. D'accord? Et donc, en génie des procédés, on a bien entendu besoin de chimie, de thermodynamique, de notions de réacteurs. Mais justement, quand on va faire ces changements d'échelle, il y a d'autres mécanismes que juste les réactions chimiques qui vont intervenir. On va avoir besoin d'avoir des notions de physique et notamment de mécanique des fluides, d'écoulement. Parce que quand vous imaginez, si on va y revenir par la suite, mais si vous voulez faire des pâtes pour 4 personnes, vous allez le faire dans une casserole. Si vous voulez faire des pâtes pour 1000 personnes, vous n'allez pas mettre 250 casseroles les unes à côté des autres. Donc on change d'échelle, on change de volume. Et donc pour mélanger, ça ne va pas être aussi facile, on risque d'avoir des problèmes d'hétérogénéité, on y reviendra par la suite. Et donc on a besoin aussi d'avoir des notions ou des compétences en écoulement, notamment en hydrodynamique, parce que ça va jouer un rôle sur les transferts entre phases. Donc souvent dans nos réacteurs ou dans nos éléments de transformation, on va avoir plusieurs phases parfois, des gaz, des solides, des liquides qui vont être en contact. Il va falloir optimiser souvent ces contacts-là. D'accord? Et on va avoir aussi besoin, alors si on fait des bioréacteurs, on va s'intéresser aussi aux réactions biologiques. Donc on peut travailler avec des microbiologistes, notamment dans ces cas-là, des spécialistes des réactions biologiques. Et nous, on va faire l'interface aussi. Et souvent, si on veut prédire ce qui se passe ou si dans des réacteurs, il va falloir aussi mettre en équation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour la tasse à café, d'accord? Si on voulait prédire au bout de combien de temps le sucre serait dissous, on va avoir besoin à un moment donné de mesures, donc de capteurs, ou de prélèvements suivis de mesures chimiques pour savoir ce qui se passe réellement dans nos unités réactionnelles. D'accord? Et souvent, derrière, on a des pilotages qui sont faits en ligne où on va pouvoir éventuellement jouer sur des conditions opératoires en fonction de ce qui a été observé, justement pour faire de la régulation, je ne sais pas si vous avez entendu ces mots, du contrôle finalement de ce qui se passe dans nos procédés. OK? Donc là, ce que vous voyez, c'est que c'est une discipline d'intégration et de couplage, donc au service d'une industrie durable. Donc on en a déjà un petit peu parlé, le génie des procédés, il est au cœur des transitions. Donc vous avez déjà entendu parler de décarbonation, donc les problématiques du CO2 qui est un gaz à effet de serre, on y reviendra par la suite, d'accord? Il y a d'autres exemples qui sont cités ici, on ne va pas pouvoir revenir sur tout. D'économie circulaire et de gestion des ressources, le génie des procédés est fortement impliqué aussi dans tout ce qui va être traitement et valorisation des eaux et des déchets par exemple, voire un petit peu aussi un traitement des sols, d'accord? La problématique de la bioéconomie et des bioprocédés durables. Donc là, aujourd'hui, le village de la chimie, il a un focus sur la chimie verte. La chimie verte, c'est un lien direct avec les problématiques de bioéconomie et de bioprocédés durables. Donc de bioraffinerie, comment produire à partir de matières, par exemple, végétales, produire des substances ou des formulations qui peuvent être intéressantes. Et après, on est aussi fortement impliqué dans tout ce qui va être usine du futur, performance industrielle, donc intensification des procédés. Donc comment optimiser les performances d'un procédé en émettant moins de gaz à effet de serre et en diminuant la consommation d'énergie, par exemple. Ça, ce sont des enjeux sur lesquels on travaille et plein d'autres choses. OK ? Et on a aussi, historiquement aussi, donc le génie des procédés, c'est pas qu'au cœur des transitions que je viens d'évoquer précédemment, c'est aussi finalement au cœur de toute industrie de transformation de la matière et de l'énergie. Donc là, vous avez plein de noms d'industries qui existent. Donc c'est aussi dans l'agroalimentaire, on va retrouver du génie des procédés. Dans le pharmaceutique, on va retrouver du génie des procédés. Dans le nucléaire, dans la métallurgie, etc., etc. Donc c'est vraiment une discipline qui couvre un grand nombre de domaines d'application finalement, et dans lesquels il y a de nombreuses débouchés. Okay. Donc là, je vais passer très rapidement sur 3 exemples pour illustrer un petit peu en quoi le génie des procédés peut être important. Donc là, c'est un exemple de chimie verte que j'ai pris d'un
de travaux que fait un labo toulousain, par exemple, et d'autres labos en France, qui est le labo LCA à Toulouse, donc où ils s'intéressent notamment, à partir d'agro-ressources non comestibles, par exemple des graines, à former des molécules biosourcées, type polymères, solvants, glycérol tensioactif. Et donc, pour passer d'une graine à des molécules biosourcées, il faut suivre un certain nombre d'étapes qui dépendent de ce qu'on veut et du produit, du produit initial, d'accord. Mais en général, on va avoir à minima des pré-traitements qui vont être souvent physiques, d'accord. Puis ensuite, des transformations chimiques et ou biologiques. Et souvent aussi, on aura une étape de séparation qui sera importante pour obtenir ces molécules, d'accord. Et donc nous, où on intervient là-dedans, c'est qu'à chaque étape, en fait, on va participer pour faire le changement d'échelle. Donc la chimie verte, elle va finalement définir un petit peu les principes de ce qu'il faut faire pour arriver à des molécules biosourcées. Et nous, le génie des procédés, on va être là pour les accompagner, pour les aider à intensifier, à optimiser, à intégrer non pas uniquement la matière, mais aussi l'énergie, à savoir combien va consommer finalement le procédé en question, combien il va émettre de ce gaz à effet de serre, par exemple, pour essayer d'optimiser, et on va essayer d'adapter à l'échelle industrielle. Et on va jouer sur éventuellement des boucles de recyclage, des choses comme ça, pour perdre le moins de matière possible, pour recycler au maximum la matière. Un second exemple, c'est sur le CO2, un gaz à effet de serre, dont vous entendez régulièrement parler, donc il y a des gros enjeux. Alors le mieux, c'est d'essayer d'éviter au maximum de l'émettre, d'accord, mais il y a beaucoup d'usines qui émettent du CO2. Et donc un des enjeux, ça va être d'être capable de capter et de valoriser ce CO2. Et donc le génie des procédés, il peut aider à ça. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous prenez là des usines, donc là, qui vont émettre des fumées ou des gaz industriels, le CO2, il est souvent dilué parmi d'autres molécules. Donc une première étape, en général, qui est nécessaire, ça va être d'être capable de capturer et de concentrer ce CO2. Et ça va faire appel à des procédés divers, d'accord ? Comme par exemple pour la première étape, la capture et la concentration. En général, on va avoir ce qu'on appelle des contacteurs gaz liquide qui vont être mis en place, où on va injecter nos fumées ou notre gaz dans des colonnes, et il va y avoir ce qu'on appelle un transfert du CO2 qui est à l'intérieur des bulles, qui est le gaz, vers la phase liquide. Et donc là, nous, les personnes de génie des procédés peuvent aider à la fois pour choisir le milieu qui va être autour, qui va permettre de capter le maximum de CO2, et on va jouer aussi sur comment designer finalement la colonne ou le dispositif qui va permettre de favoriser au maximum cette capture du CO2. Sur le deuxième volet, qui est le volet une fois qu'on a récupéré le CO2 et qu'on l'a concentré, comment on peut produire des produits d'intérêt type méthane, méthanol, carburant, et on va pouvoir aussi aider justement au dimensionnement et à la gestion finalement des flux matières et de l'énergie dans ces procédés-là. Donc finalement, la valorisation du CO2 et la capture du CO2, sans génie des procédés, ça reste un concept, et on est très utile pour mettre en place tous ces idées-là à l'échelle industrielle. Troisième et dernier exemple, c'est un brevet qui a été développé par une entreprise Sequence avec l'IFPN, l'Institut français du pétrole et énergie renouvelable, qui là consiste à réaliser une réaction acide acétique plus isopropanol, donne de l'acétate d'isopropyl, qui est un solvant intéressant. Et donc le procédé classique qui existait depuis de nombreuses années, c'était de séparer une étape de réaction, puis une séparation qui était très énergivore par distillation, puis une étape de purification pour amener à l'acétate d'isopropyl. Et ils ont développé un procédé, donc vous avez la photo ici, qui permet finalement, dans un seul récipient, un seul réacteur, avec un design particulier, de faire les 3 étapes finalement dans une seule unité. Et ça a permis, donc au niveau industriel, une réduction majeure des rejets aqueux et gazeux, d'accord ? Donc moins d'émissions finalement, une économie d'énergie importante, d'accord ? Une pureté plus élevée que ce qu'il y avait initialement avec le premier procédé, et une capacité de production de 5000 tonnes par an. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intensification. C'est comment on peut arriver à optimiser finalement un procédé en émettant moins aussi de gaz à effet de serre et en consommant moins d'énergie. Donc finalement, maintenant, on va passer au métier un petit peu, donc du génie des procédés. Donc première famille de métiers, on va dire, c'est la conception, qui concerne plutôt des ingénieurs.
ou des gens qui ont fait des masters en génie des procédés, on y reviendra par la suite, d'accord? Où là, finalement, un procédé industriel, en général, c'est un assemblage d'opérations unitaires, d'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement des réactions, mais aussi des étapes de séparation, de purification, etc., qui vont être les unes à la suite des autres ou dans un procédé combiné. D'accord? Et donc, on va être un petit peu des architectes, si vous voulez, d'une usine. D'accord? Il va falloir faire des choix technologiques. Un deuxième aspect, souvent, du métier d'ingénieur, ça va être d'être capable de dimensionner. Donc ça, c'est plutôt fait dans des bureaux d'études en général. Donc c'est l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. J'ai un petit peu avancé l'exemple, mais c'est si vous voulez faire des pâtes pour 4 personnes et que vous passez à 50 personnes ou plus, d'accord, ben, il va falloir changer de design. Vous n'allez pas pouvoir juste mettre une casserole plus grande. Il va falloir trouver un moyen d'homogénéiser au maximum, etc., etc. Donc vous allez avoir des problèmes d'écoulement que vous n'avez pas à l'échelle d'une casserole. Okay. Et ensuite, un autre métier, c'est la modélisation et la simulation, c'est-à-dire, comme je vous ai cité l'exemple sur le café tout à l'heure, c'est comment on met en équation finalement ce qui se passe à l'échelle d'un procédé, d'accord, pour être capable finalement de prédire un petit peu les performances d'un procédé. Okay. Deuxième grande famille de métiers, c'est la mise en œuvre et l'optimisation, où là, ben, ça va demander à la fois le savoir-faire d'ingénieur, mais aussi de technicien. D'accord. En génie des procédés, on a besoin à la fois de techniciens et d'ingénieurs. Donc pour l'installation et la mise en service, on va avoir besoin typiquement de techniciens avec des ingénieurs qui vont aider justement à mettre en place les installations industrielles. On va avoir aussi des métiers en lien avec le réglage de paramètres, des aspects réduction d'énergie et des déchets, d'accord, amélioration des rendements, donc optimisation des procédés. Et après, on peut mettre une troisième catégorie qui va être plutôt l'exploitation finalement d'unités existantes, d'accord, le pilotage en temps réel. Comment on fait pour optimiser, pour suivre un procédé et pour faire en sorte qu'il soit le plus efficient possible, d'accord, en temps réel. Il y a des aspects aussi sécurité qui ne sont pas faits en général que par des gens du génie des procédés, mais en association avec des gens qui viennent d'autres domaines, qui sont plutôt sur la gestion des risques, des choses comme ça, d'accord. Et après, il va y avoir aussi un rôle important aussi des techniciens sur les aspects maintenance, fiabilité, etc. Donc là, l'idée, c'est d'améliorer en continu un procédé. Et donc maintenant, on va voir justement, je vois qu'il y a des étudiants là potentiellement dans la salle, donc les formations en lien avec le génie des procédés, d'accord. Donc ce qui est important à retenir, parce que je ne vais pas forcément y revenir dessus, c'est qu'il existe beaucoup de passerelles qui permettent d'évoluer tout au long du parcours, d'accord. Donc tout d'abord, au lycée, d'accord, donc dans les établissements secondaires, déjà, avant le bac, donc il existe des baccalauréats professionnels en lien avec le génie des procédés. Il y a un baccalauréat donc bioindustrie transformation, procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons qui sont en lien avec du génie des procédés et qui soit vous amener à un accès direct à l'emploi plutôt en tant qu'ouvrier, on va dire, ou technicien opérateur junior, d'accord, et une possibilité de poursuivre en BTS. Donc la deuxième formation dans des établissements du secondaire, c'est les BTS, d'accord, brevet de technicien supérieur. Donc il existe 4 filières en lien avec le génie des procédés. Le pilotage de procédés, contrôle industriel et régulation automatique, où là ça va être plus de contrôle, automatisme, d'accord, donc plus du traitement de signal, des choses comme ça. Les métiers de la chimie et les métiers de l'eau, et là qui vont vous amener vers des emplois de technicien de procédés, d'exploitation industrielle et la possibilité de poursuivre en BUT ou en licence. D'accord? Donc là maintenant on va passer à des bac plus 3, donc BTS c'est bac plus 2, d'accord? Là on passe à des bac plus 3 plutôt professionnalisants, donc vous avez déjà entendu parler de licence professionnelle, donc qu'on peut rejoindre après une licence générale ou après un BTS, d'accord? Donc c'est des formations en 1 an. Mais il existe aussi et surtout, historiquement, en génie des procédés, génie chimique, génie des procédés, des BUT, qui étaient les anciens DUT, d'accord, et où là, c'est des formations techniques approfondies, en 3 ans, où il y a beaucoup de travaux pratiques qui sont présents, des projets, des stages, et où vous allez acquérir des compétences en prédimensionnement d'équipements, en analyse et optimisation des procédés, en gestion justement à la fois des aspects matière et énergie, et aussi en sécurité et qualité. Il y a 3 parcours spécifiques dans ces BUT. Il y a un parcours qui est plutôt conception des procédés, donc l'architecture finalement des procédés.
un parcours qui est plutôt sur le pilotage et l'optimisation, comment je suis un procédé, comment je fais en sorte qu'il fonctionne le mieux possible, d'accord. Et ensuite un troisième parcours qui est plutôt sur le contrôle qualité et sécurité des procédés. Donc après ces BUT et ces licences professionnelles, on a un diplôme qui nous permet d'accéder à des emplois donc, de techniciens supérieurs, d'assistants ingénieurs, que ce soit en exploitation ou mise en service d'installation, d'accord. Et il y a la possibilité aussi de poursuivre soit en master, soit en école d'ingénieur, souvent plutôt par alternance, mais il y a quand même des possibilités d'accéder aussi sur des formations initiales d'ingénieur après un BUT. Ok. Et là, on va passer sur la voie universitaire maintenant. Donc, il y a, après un parcours de licence générale, donc plutôt physique-chimie, si on veut aller sur du génie chimique, mais il y a aussi parfois on recrute parfois après une licence en sciences pour l'ingénieur, d'accord. Il a possibilité de faire des masters qui existent depuis moins longtemps que les écoles d'ingénieurs sur lesquelles on va revenir, mais qui sont présents un petit peu partout en France et qui vont amener vers des postes un petit peu d'experts techniques, voire d'ingénieurs R&D. Et puis la possibilité de poursuivre, si on veut aller vers de la recherche ou vers de la recherche et développement, sur des doctorats en génie des procédés, d'accord, ou là pour faire de la recherche de pointe, pour faire de l'innovation technologique. Et enfin, bon, historiquement, c'est là où le génie des procédés a été le plus présent, c'est dans les écoles d'ingénieurs, d'accord, parce que dans le mot génie des procédés, il y a le mot génie qui vient d'ingénieur, d'accord. Et donc, alors, il y a plusieurs types d'écoles. Il y a des écoles qui sont post-bac, d'accord, où on va en général avoir une prépa intégrée, ok. Et ensuite, on va pouvoir choisir les spécialités. Il y a des écoles qui recrutent après 2 ans, donc soit 2 ans de prépa en général, de classe préparatoire, d'accord, soit après 2 ans de licence générale, soit après un BUT en général, d'accord. Et là, le diplôme d'ingénieur, il va s'intéresser à quoi? Ça va dépendre un petit peu des parcours qu'on choisit et de l'école d'ingénieur qu'on choisit, d'accord. Mais ça va aller de la conception complète d'unités industrielles, du dimensionnement d'équipements, de l'intégration à la fois donc matière-énergie, sécurité, gestion des risques, et gestion de projet et management. Là-dessus, ça va vraiment être différenciant par rapport à des masters où on va être plutôt sur des notions générales et moins techniques, moins approfondies sur des aspects donc gestion de projet, management et aussi calcul, d'accord. En école d'ingénieur, on fait beaucoup de calculs. Et donc à la sortie de l'école, on va être un ingénieur en procédé, ingénieur en production, là c'est des exemples, là, il existe plus de métiers que ça, chef de projet industriel, responsable d'unité, alors pas tout de suite, en général on met un petit peu de temps, mais on peut devenir responsable d'unité, d'accord, et où on peut être aussi ingénieur environnement, énergie, travailler dans des collectivités territoriales, etc. etc. Et donc sur la petite carte que vous avez ici, donc vous avez un panorama un peu des écoles qui existent en France. Donc n'hésitez pas à regarder plus en détail, je vais vous montrer derrière comment avoir les informations. Et donc après un diplôme d'ingénieur, on peut aussi poursuivre en thèse. Et en France et dans beaucoup de pays, le diplôme, en fait, le combo ingénieur-docteur est très très recherché dans l'industrie, notamment pour faire de la recherche et développement. D'accord ? Donc pour conclure un petit peu, donc, le génie des procédés, c'est une discipline qui est très utile pour transformer le monde industriel. Donc pour agir sur le climat, donc j'ai cité des exemples de décarbonation, rendre l'industrie plus propre, d'accord. Pour réduire l'impact aussi en valorisant les ressources, donc l'eau, les déchets notamment, les sols, et limiter donc ces déchets. Et sur aussi des aspects optimisation, d'accord, des procédés, comment on conçoit et comment on pilote les usines du futur. Donc comprendre, concevoir, exploiter, transformer, c'est des mots-clés qu'on veut faire du génie des procédés. D'accord ? Et j'ai une dernière question. Et si c'était toi ou vous, d'accord, qui travaillez dans ce domaine? Donc voilà. Donc vous allez retrouver donc, sur cette dernière slide, donc là, il y a des petits marque-pages sur le stand où vous êtes peut-être passé, où vous avez une barbe à papa qui ne fonctionnait pas en permanence parce qu'on faisait des pauses, il fallait la mettre en maintenance de temps en temps. Mais vous pouvez récupérer, il doit en rester quelques-uns peut-être, je ne sais pas, des petits marque-pages sur lesquels en fait il y a accès aux adresses mail, aux URL finalement pour accéder au site de la SFGP. Donc la SFGP, c'est la Société française du génie des procédés. C'est une association qui regroupe à la fois des laboratoires de recherche,
des entreprises, d'accord, des écoles d'ingénieurs, des BUT, sur les questions donc, du génie des procédés, sur la discipline génie des procédés. Donc vous allez trouver des informations complémentaires ou plus précises sur les différentes formations qui existent, sur les débouchés, sur les métiers. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Et après, pour tous celles et ceux qui sont intéressés par le génie des procédés, il y a aussi une chaîne YouTube qui existe de la SFGP dans lesquelles sont diffusés des webinaires. Et ces webinaires, vous pouvez aller les consulter à n'importe quel moment. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la SFGP. La SFGP organise régulièrement des événements. D'accord. Donc n'hésitez pas à adhérer si vous êtes professionnel et à aller consulter si vous êtes étudiant un petit peu tout ce qui se fait. Voilà. Donc si vous avez des questions, ce sera avec plaisir.